Tu penses que quelle erreur Joachim et moi aurions faite sans ton accompagnement, tu penses? Je connais bien qui était quand même un prix intéressant, qui était déjà loué en tout, ou en tout cas en grosse partie, Ouais. avec un potentiel d'amélioration derrière. Et donc je pense qu'il y a déjà ça. Et puis vous avez la facilité du coup de tout le déroulement de la suite. Je veux dire, tout ce qui est crédit, tout ça, parce que vous êtes passé par des contacts avant et tout. Ouais. Alors que vous démarrez jeune, avec du patrimoine derrière. Et donc je pense que ça aurait été compliqué de démarrer sans mettre des gros apports. Ouais. Là finalement, on a démarré Les gars, pas d'apport, le zéro. le réseau, il n'y a rien à faire, c'est la richesse. Si t'as pas de réseau en immobilier, c'est mort. C'est ce dont on a parlé par rapport à qu'est-ce que tu regardes quand tu arrives dans un immeuble, quels sont les points cruciaux à analyser. Ici, en l'occurrence, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te fait fuir directement lorsque tu arrives dans un immeuble. Ça rejoint un petit peu les questions qu'on a eues tantôt. Bah, déjà, la mauvaise localisation, bah, du coup, j'aurais même pas été visité. Bah, je pense déjà le contact aussi avec le propriétaire ou l'agent immobilier. Ça, c'est un truc qui est important. Voir combien on est sur le bien. Moi, j'ai fait des visites où on était 15-20 personnes. Ensemble. Ouais. Moi, je vais même pas plus loin, je m'en vais. Parce que je sais que je n'aurai pas un prêt intéressant. Après, bon, il y a la mauvaise gestion locative du bien. Tu peux avoir des gens qui... Moi, je suis tombé sur un immeuble, pour la petite anecdote, à Namur. C'était un immeuble qui était intéressant, c'est plus des studios, vraiment à proximité de la gare et de l'école. Mais voilà, il y avait un mode d'exploitation qui était un peu obscur. Et donc, il y avait des parties qui étaient bon Airbnb, mais finalement, c'était des prostituées. Enfin, Wow. ouais, c'était un truc. Mais ça, voilà, direct, moi, je m'en vais, quoi, tu vois. Et ça, après, pour t'occuper de ça, Je ne sais pas là-dedans. Comme... Tu vois, par rapport au locataire, comment est-ce que tu appelais un gars qui accumule beaucoup de choses chez lui? Tu m'avais raconté. Ça a rien avec la question, tu vois. Mais c'est une petite anecdote qui est toujours similaire. Diogène, le syndrome de Diogène. Et ça, j'en ai eu plusieurs, et c'est assez répandu finalement. Il n'y a pas que sur Charleroi, étonnamment, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur Charleroi. Mais oui, en fait, c'est des personnes qui ne jettent rien. Et donc, en fait, ils vont boire une canne de coca, ils vont la jeter par terre. Pareil avec les canettes de bière. Et donc, en fait, finalement, ils conservent leurs déchets. Et à un moment donné, ils vivent dans les déchets, quitte à marcher sur les déchets en eux-mêmes ou sur des sacs PMC qu'ils ont remplis, mais ils les sortent même pas en rue. Ils continuent à marcher dessus. J'ai plusieurs locataires comme ça. C'est souvent des locataires que j'ai repris en achetant des bâtiments, soit que j'avais pas visité parce qu'ils n'ont pas donné accès, soit qu'ils avaient rendu un peu propre lors des visites. Ok. Il payait ses locataires, mais bon, Ils payent, il paye, mais bon, très bien. mais après c'est compliqué, quoi. Ici j'en ai un par exemple, il est toujours chez moi, mais il a le syndrome de Diogène, mais il paye. Et donc, quoi faire? Ok. Mais ça t'inquiète pas pour la détérioration de ton bien, force. Alors, je sais que ce bien-là, de toute façon, je devrais faire des travaux de rénovation. Ok. Donc, je suis pas plus inquiet que ça. Mais par contre, ce qu'on me c'est pour le voisinage. Ça sent. On essaie de l'aider avec des voisins, tu vois, c'est pas toujours évident. Mais pour la petite anecdote, moi j'en ai eu un. J'avais acheté un lot de plusieurs maisons. Il y avait une des maisons impossible de visiter. Le mec, il l'ouvrait jamais. Tenture fermée et tout, donc tu sais pas voir. À l'extérieur, ça avait l'air d'aller. Mais par contre, l'intérieur, une fois que j'étais propriétaire, à un moment donné, je l'ai un peu forcé pour qu'il m'ouvre. Et donc voilà, il m'a ouvert et je suis tombé sur un gars qui avait le syndrome de Diogène. Et là, c'était plus. Franchement, tu faisais 1,50 m dans son logement, le reste, c'est pas aller plus loin. Et alors, il urinait dans ses canettes de bière et il les conservait. Et il faisait ses besoins, ses grosses commissions dans des seaux de tabac qu'il conservait également. Et il y a des animaux, ils s'occupaient pas des animaux. Les animaux, ils allaient partout, ils faisaient leurs besoins forcément partout, parce qu'ils sortaient jamais. Ouais. Et j'ai récupéré la maison parce qu'il y a une pote qui est décédée dans le divan, là. Et il vit les vélos. Et donc après, j'ai récupéré la maison. Après, t'as remis son logement en l'état? Ouais. Ok. Et il a fallu tout déplafonner parce que tout était imbibé d'odeurs. De pisse, t'imagines aussi. Aussi, des animaux qui allaient partout. Donc, Vous avez quoi comme animaux? chien, chat. Ok. Voilà. Et même les planchers, on a acheté tous les planchers, même les poutrelles sur lesquelles reposait le plancher, on a dû les enlever parce que tout était imbibé d'urine et ça sentait. Là, il est décédé. Il est décédé. Ouais. Et tu t'es rendu compte de l'odeur, j'imagine. Ça faisait 2 jours, je crois, 2-3 jours qu'il était décédé. Par rapport aux travaux, j'aimerais bien y revenir. Quels sont les travaux qui sont sous-estimés pour toi et quels sont les travaux qui sont surestimés? Je réponds autrement, je pense que le mieux dans les travaux, c'est principalement tout ce qu'on voit. Tu vois, donc par exemple, pour que ton bâtiment prenne de la valeur, ce qu'il faut changer, c'est par exemple tout ce qui est châssis, faire des belles façades, tu vois, ça tape à l'œil. Quand tu es à l'intérieur du bâtiment, c'est pas forcément aller dans les détails, mais c'est rendre le bien propre visuellement.
Moi, je connais des gens, ouais, je l'ai même déjà fait, acheter des biens qui sont quasiment en piteux état. Et des fois, à la limite, juste une couche de couleur, c'est bien propre, tu le revends avec une plus-value, tu vois. Il y a des gens qui font que ça, d'ailleurs, hein. Donc du parachèvement, mais interne. Et ils délaissent tout ce qui est façade et châssis, etc. où ils font aussi un minimum. Couleur, voilà, s'il faut, bah, ils les remplacent par beaucoup de marché ou ils les mettent en couleur également, tu vois. Est-ce que tu penses, si par exemple, là avec Joachim, tu vois, on a un immeuble, enfin le deuxième voilà, qu'on a acquis avec moi, on s'est pas occupé de la façade, mais par contre on a fait vraiment du parachèvement et on a fait tout l'intérieur. On n'a pas privilégié la façade parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est réellement essentiel? Est-ce que ça va changer quelque chose, le loyer? Alors, pour la location, non. C'est vrai que les façades, c'est plutôt pour la vente. D'accord. Mais pour la location, ce qui est bien, c'est que ça tape un peu à l'œil à l'intérieur, tu vois. Tu mets une belle cuisine, tu prends une cuisine chez Brico au marché, tu vois. Tu peux pas aller chercher des cuisines qui sont hors de prix. Moi, tu mets une belle déco, des belles couleurs. Même si c'est blanc, si c'est bien peint en blanc partout, je sais pas, il n'y a pas besoin d'aller trop dans du haut de gamme pour dire que ce soit propre pour la location, quoi. D'accord. Maintenant, on va aborder une thématique que j'adore, qui est donc le réseau. Voilà, je vous ai dit, sans réseau en immobilier, vous n'allez nulle part. Et donc, ma première question pour Bertrand, c'est quelle est la valeur d'un bon réseau dans l'immobilier? Et aussi, comment est-ce que tu l'as construit ton réseau? Possible à valoriser, mais c'est très important parce que du coup, ça t'aide à aller plus vite, à trouver de bonnes affaires, à être bien financé, tout ça. Ça aide à être soutenu aussi, mine de rien. Donc je pense que ça, c'est un pas très très important effectivement dans le milieu de l'immobilier, même dans le milieu entrepreneurial finalement. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à développer. Et donc je pense que le mieux c'est discuter avec les gens, aller dans nos événements, rencontrer, avoir de l'affinité avec les personnes. Moi c'est surtout comme ça que moi, j'ai eu un réseau. D'accord. Après voilà, j'ai pas toujours été bien accompagné, j'ai rencontré des gens qui ne me valaient pas toujours du bien. Et donc je pense que ça a freiné beaucoup ma croissance. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir du réseau, de le développer, mais après il faut regarder aussi avec qui on se développe. Il y a des gens qui sont pas toujours là pour notre bien finalement, ou qui sont là pour profiter de diverses choses, que ce soit de l'argent, ou des contacts, ou du savoir. Et donc je pense que voilà, il faut un bon réseau, mais du coup il faut filtrer aussi les personnes avec qui on travaille, et les personnes qu'on fréquente. Donc toi, tu l'as construit principalement en allant à des events, j'imagine, où on pouvait networker, etc. Tu vois. Ok, super intéressant. Sur les débuts c'était ça, et puis bon, après voilà, on garde contact, on rencontre des amis, et ça se développe comme ça, quoi. Mais principalement, en tout cas dans l'immobilier, c'est comme ça que je rencontre des gens. D'accord. Et j'imagine aussi, comme tu es entrepreneur, tu as rencontré aussi d'autres entrepreneurs. Qui ont fait par exemple, je sais pas, des chantiers avec toi et qui par la suite, ils sont Ouais, c'est trop bien. Par exemple, Joachim, je l'ai rencontré dans... on va dire, tu as 80% des personnes qui sont là, j'ai envie de dire, allez, je vais pas dire ça, mais qui sont entre guillemets inintéressantes. Et je pars toujours de ce principe-là. T'as des gens qui veulent pas se développer, t'as des gens qui viennent juste pour la formation, ou pour peut-être voilà, avoir plus de savoir ce jour-là, mais qui sont pas forcément là pour nouer contact avec d'autres personnes. Mais il y en a, voilà, il y en a qui cherchent ça, effectivement. Et puis t'as des personnes qui sont intéressantes et d'autres pas, évidemment. Comment est-ce que tu jauges de la fiabilité de quelqu'un lorsque tu le rencontres, lorsque tu... Ça, c'est compliqué. C'est vraiment quand tu vois la personne que tu vois. T'as pas un feeling, quelque chose? Si, t'as toujours bien un feeling qui te dit, bon, bah ça va, lui, il a l'air d'être rempli de bienveillance, tu vois. Mais voilà, un feeling, tu l'as ou tu l'as pas, ça c'est sûr. Après, quand tu l'as pas, je pense que bah, il faut creuser un peu pour voir si la personne est bien ou pas bien, et ce qu'elle te veut finalement, tu vois. T'as parfois des gens qui sont un peu fourbes, et qui sont là, soi-disant, pour ton bien, pour t'aider, tu vois, pour te soulager un peu dans tes tâches quotidiennes, dans ton développement, etc. Et qu'au final, tu te rends compte qu'en fait, ces gens-là sont là pour pomper en fait, tout ce qu'il y a moyen, quoi. Tu vois, le réseau, le savoir, même de l'argent s'il faut. Et donc, voilà. Je pense qu'il faut faire très attention. Et je te dis, voilà, c'est vraiment en côtoyant les personnes sans trop s'engager avec que tu vois si elles sont bien ou pas bien. Et tu vois si tu as envie de développer ou non. Disons, cite-moi-en 3, disons, et un qu'il faut toujours avoir à tout prix. Et finalement, un coach, il a déjà tous les contacts, tu vois, et il a l'expérience qui est là, il a fait des erreurs et tout. Tout avec plein de petits tips, tu vois. Donc, quelqu'un qui a déjà d'expérience, c'est clair. Donc, soit un coach, mais au-delà du coach, si on n'en a pas, bah, c'est déjà d'avoir un bon notaire, je pense. D'accord? Bah, une banque qui suit ou un conseiller de crédit qui suit. Et un bon avocat. Ça peut être intéressant aussi quand il y a des litiges.
Dans le cadre d'associations, j'imagine. Ouais, principalement. Mais qu'est-ce qui peut être intéressant aussi? Peut-être avoir des bons contacts dans des agences immobilières ou des rapporteurs d'affaires. D'accord, super intéressant.